Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui nous allons présenter dans ce cours la suite du cours du module d'électricité 1, électrostatique et électrocinétique dans les vides, pour les sections SMPC S2 et SMIA S2. On s'était arrêté en présentiel au cours de théorème de Gauss et aujourd'hui nous allons enchaîner avec le chapitre suivant intitulé Conducteur en équilibre. Pour introduire ce chapitre, nous avons commencé par faire quelques rappels et faire quelques définitions. Donc, grand 1, définition. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un conducteur? Vous savez que les matériaux en général, on peut les diviser en deux catégories grossières, les conducteurs et les isolants. Les conducteurs, ce sont les matériaux qui permettent le passage du courant électrique, et les isolants, comme vous le savez, ce sont les matériaux qui ne le permettent pas. Alors pourquoi est-ce que les conducteurs sont conducteurs et les isolants sont isolants? Bien, tout simplement parce que vous savez, si je prends un matériau qui est sous forme de cristal, que je peux représenter par des noyaux autour desquels vous avez des électrons qui tournent, et bien sûr les électrons qui gravitent autour des noyaux, on peut les diviser en des électrons qui sont très fortement liés à la structure. Donc la force d'interaction qui les relie au noyau est très grande, et des électrons qui sont un peu moins assignés aux effets des noyaux. Et ce sont ces électrons-là, les électrons qui sont très loin des effets électriques des noyaux, qu'on appelle les électrons libres, ou bien les porteurs de charge libres. Et ces porteurs de charge, ils peuvent se déplacer facilement, alors que dans le cas des isolants, pratiquement tous les électrons sont très fortement liés à la structure, et par conséquent, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc un conducteur, je peux le définir de la façon suivante. Un conducteur est un matériau qui contient un grand nombre de charges libres qui peuvent se déplacer, qui peuvent se mettre en mouvement, qui peuvent se déplacer sous l'effet d'un champ électrique même très faible. Donc c'est ça la définition d'un conducteur, c'est un matériau qui contient un grand nombre de charges libres qui peuvent se déplacer et se mettre en mouvement d'ensemble sous l'effet d'un champ électrique, même si le champ est très faible. Alors si le champ n'existe pas, ça ne veut pas dire que les charges sont immobiles, au contraire, ils sont en mouvement, mais leur mouvement est aléatoire et par conséquent, leur vitesse moyenne est égale à 0. Donc, si le champ externe est nul, ces charges libres
sont en mouvement aléatoire, telle que leur vitesse moyenne est égale à 0. Si je peux schématiser le mouvement schématiquement d'une charge, bon, ça sera quelque chose qui est comme ça. Ça se déplace dans toutes les directions, dans tous les sens, mais en restant toujours dans la même région, ce qui veut dire que la vitesse moyenne est égale à 0. Pour comprendre ces situations, je peux schématiser le cas d'une charge qui est en mouvement, dont la vitesse moyenne n'est pas égale à 0, ben, il va y avoir un mouvement qui est de cette forme-là. C'est aléatoire, mais avec le temps, on voit qu'il y a un certain déplacement. Dans ce deuxième cas, la vitesse moyenne est différente de 0. Bien, alors quand est-ce qu'on va dire qu'un conducteur est en équilibre électrostatique? Parce que le chapitre est intitulé Conducteur en équilibre électrostatique. Nous avons défini ce que c'est qu'un conducteur et nous allons maintenant définir ce que c'est qu'un conducteur en équilibre électrostatique. Petit 2. Un conducteur est en équilibre électrostatique s'il n'est le siège d'aucun mouvement d'ensemble des charges libres. S'il n'est le siège d'aucun mouvement d'ensemble des charges libres. C'est-à-dire que les charges libres dont ce conducteur en équilibre, elles sont en mouvement aléatoire et que leur vitesse moyenne est égale à 0. La vitesse moyenne de chaque charge libre, il sera égal à 0. Donc il n'y a pas de mouvement d'ensemble, il n'y a pas de flux de charge qui va se produire. Dans ce cas, on dit que le conducteur est en équilibre. En se basant sur ces définitions, quelles sont les propriétés? Ce sera l'objet du paragraphe 2. Quelles sont les propriétés d'un conducteur en équilibre? Propriété d'un conducteur en équilibre électrostatique. Les propriétés d'un conducteur électrostatique, nous allons les déduire à partir de la définition. Vous allez voir que ce sont des propriétés qui sont des conséquences immédiates de la définition. En fait, puisque on a défini un conducteur en équilibre par un conducteur dont les charges libres ont une vitesse moyenne qui est égale à 0, ben ça veut dire automatiquement qu'il n'y a pas d'accélération, ça veut dire qu'ils ne sont pas accélérés. Ben, si les charges ne sont pas accélérées, donc gamma est égal à 0, donc vitesse moyenne égale à 0, ça veut dire que l'accélération
est aussi égale à 0. Accélération égale à 0, donc d'après le principe fondamental de la dynamique, je peux dire que la résultante des forces qui s'appliquent sur chacune des charges est égale à 0. Donc, et puisque une charge ne subit que l'action de la force électrostatique, on néglige le poids d'une charge est vraiment négligeable, alors ça veut dire que F est égal à QE est égal à 0. Donc le champ, ça c'est la première propriété, le champ à l'intérieur d'un conducteur en équilibre, je l'appelle EI, le champ EI à l'intérieur d'un conducteur en équilibre est nul. Et j'écris EI égale à 0. Ça, c'est la première propriété d'un conducteur en équilibre. À l'intérieur du conducteur, le champ électrostatique est égal à 0. La deuxième propriété qui est une conséquence de cette première propriété, c'est quelle sera la propriété du potentiel, sachant que E est égal à moins gradient V, et puisque j'ajoute l'indice I pour parler du conducteur, je parle du potentiel du conducteur à l'intérieur du conducteur et du champ à l'intérieur du conducteur. Donc EI égale à moins gradient VI égale à 0, puisque I est égal à 0, ce qui veut dire automatiquement que le potentiel VI est une constante. C'est la deuxième propriété, le potentiel à l'intérieur d'un conducteur en équilibre est le même en tout point de ce conducteur. Chaque point du conducteur possède la même valeur du potentiel lorsque le conducteur est en équilibre électrostatique. La troisième propriété, qui est aussi une conséquence de ce qu'on vient de dire, elle s'obtient à partir de la forme locale du théorème de Gauss, que je rappelle. Ici, vous avez divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Et si je suis à l'intérieur du conducteur, je vais avoir divergence de EI égale à ρ sur epsilon 0. Et puisque I est égal à 0, eh bien, ce sera égal aussi à 0, ce qui implique automatiquement que la densité volumique de charge est égale à 0. Donc, dans le volume d'un conducteur, la densité de charge est égale à 0, ce qui veut dire que dans le volume du conducteur, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Il y a des charges libres, puisque c'est un conducteur, mais les charges libres sont compensées par les autres charges, de façon à ce que la charge totale à l'intérieur du volume est égale à 0. Donc la densité est égale à 0. Alors, si le conducteur n'est pas neutre, c'est-à-dire que si le conducteur est chargé, ben ça veut dire que la charge excédentaire, il va se mettre nécessairement à la surface du conducteur. Donc la conséquence suivante, si le conducteur est chargé, alors sa charge
va se répartir sur la surface du conducteur. Si le conducteur est chargé, sa charge va se mettre sur la surface du conducteur. Donc nous avons ici globalement les différentes propriétés d'un conducteur en équilibre électrostatique. Le champ à l'intérieur est égal à 0. Le potentiel est constant en tout point et la densité volumique de charge ρ est nulle. Ce qui veut dire que si le conducteur n'est pas neutre, lorsqu'il est chargé, la charge excédentaire va se répartir à la surface du conducteur en équilibre. Bien. Alors le champ est nul à l'intérieur, quelles que soient les circonstances lorsque le conducteur est en équilibre, qu'il soit chargé ou non. Même s'il y a une charge excédentaire, le champ à l'intérieur restera toujours égal à 0. Mais quel sera le champ à l'extérieur d'un conducteur si le conducteur est chargé? Alors c'est ce que nous allons voir ici à travers le chapitre, le paragraphe suivant, le grand 3, qui est le théorème de Coulomb. Grand 3. Théorème de Coulomb. Ce théorème va me permettre de déterminer le champ au voisinage d'un conducteur chargé en équilibre. Donc soit un conducteur chargé en équilibre, on va supposer que la charge est une charge positive. Donc, puisque le conducteur est en équilibre, ça veut dire qu'à l'intérieur, j'ai le champ I égale à 0. J'ai le potentiel V qui est égal à une constante et 0 qui est égal à 0. La charge excédentaire va se mettre en surface. Si je suppose qu'elle est positive, donc je vais avoir des charges réparties sur la surface. Et ce sera réparti de manière quelconque, ce n'est pas nécessairement une répartition uniforme. Bon, c'est clair que cette distribution de charge va créer à l'extérieur du conducteur un champ électrostatique parce qu'on a une répartition de charge positive. Alors, quel sera l'objet du théorème de Coulomb? Eh bien, le théorème de Coulomb va me permettre de donner l'expression du champ électrostatique en un point M infiniment voisin de la surface du conducteur. Soit M un point au voisinage du conducteur chargé, comment déterminer le champ E au point M, qui est un point à l'extérieur du conducteur. Donc, je ne peux pas dire que le champ au point M est égal à 0 parce que M n'est pas à l'intérieur du conducteur. Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons rappeler un certain nombre de propriétés. Nous savons que les lignes de champ, ça nous l'avons déjà vu, que les lignes de champ sont toujours normales aux surfaces équipotentielles. C'est une propriété que nous avons déjà établie. Et puisque
le conducteur est en équilibre, ça veut dire que la surface du conducteur est une surface équipotentielle, parce que son potentiel est constant. Et par conséquent, ça veut dire que les lignes de champ seront des lignes qui sont normales à la surface du conducteur. Ça, c'est bien cette information parce qu'il me permet de connaître la direction du champ électrostatique au point M. Je sais que cette direction, elle est normale à la surface. Et puisque j'ai cette information, je peux l'exploiter pour déterminer la valeur du champ E au point M en utilisant le théorème de Gauss. En utilisant le théorème de Gauss, mais il faut choisir judicieusement une surface fermée sur laquelle je peux appliquer le théorème de Gauss. Eh bien, cette surface, ce sera une surface qui est constituée par un élément de surface ds qui est au voisinage, qui contient le point M, donc il est au voisinage de la surface du conducteur. Sa taille elle est tellement petite pour que je puisse supposer que le champ E sur toute la surface ds est le même, ce qui est tout à fait normal parce que ds est infiniment petit. Et puis je vais ajouter une surface latérale qui va relier la surface ds à la surface du conducteur. Ça va me donner une surface que j'appelle dsL. C'est une surface, elle aussi, qui est infiniment petite parce que sa hauteur, elle tend vers 0. N'oubliez pas que le point M est un point au voisinage de la surface. Et puis je complète le reste. Là, ça, je peux l'imaginer comme étant le bouchon d'une bouteille. Vous voyez là, c'est une surface ds avec la surface latérale, ça a la forme du bouchon d'une bouteille. Et puis le reste de la surface, ce sera une surface qui va s'étendre à l'intérieur du conducteur en équilibre et que j'appelle SI. Donc soit M un point au voisinage du conducteur chargé et soit la surface fermée S qui est égale à la surface SI plus ds et plus dsL. L'ensemble de ces trois surfaces, la surface SI qui est quelconque à l'intérieur du conducteur et les surfaces infiniment petites dsL et ds qui sont à l'extérieur, l'ensemble constitue une surface fermée et je peux appliquer donc le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss, je peux écrire que le flux à travers la surface fermée S du champ E est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. Le flux à travers S, je peux le décomposer en trois flux. C'est le flux à travers SI, plus le flux à travers la surface latérale DSL, et là j'ai pas besoin de faire l'intégrale parce que c'est un seul élément de surface, j'ai pas de somme, donc je peux écrire que c'est égal à E DSL, et plus le flux à travers l'élément de surface DS, là aussi,
j'ai un flux élémentaire que je peux exprimer par E scalaire ds avec E, ici c'est le E au point M, égale à QI sur epsilon 0. Alors, quelles sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss? Mais ça, les charges sont à l'intérieur de la surface de Gauss sont les charges qui sont ici, que je marque en rouge. Ce sont les charges qui se trouvent sur la même surface, sur la surface du conducteur, mais qui a la même valeur que le ds-m. C'est l'équivalent d'un petit cylindre avec ds qui contient le point M, c'est la première surface de base, et l'autre, c'est la deuxième surface de base. Donc, ils ont la même valeur. Donc, c'est égal à dq. Cet élément de surface, je vais l'appeler dq, et ce dq, c'est rien d'autre que la densité sigma de la charge excédentaire multipliée par ds et divisé par epsilon 0. Calculons la première intégrale, ça c'est évident que c'est égal à 0 parce que le champ E, ça c'est le champ EI, est égal à 0. À l'intérieur du conducteur, le champ EI est égal à 0, donc son flux est égal à 0. Le deuxième flux EDSL, produit scalaire, c'est rien d'autre que 0, parce que DSL et E sont perpendiculaires. E est normal et le DSL, il est tangent par rapport à la surface du conducteur. Donc, c'est aussi égal à 0. Le troisième terme, produit scalaire EM scalaire DS, puisque E est normal à la surface, DS est aussi normal à la surface, donc leur produit scalaire, c'est le produit de E par ds égale à sigma ds sur epsilon 0. On simplifie par les éléments de ds et on obtient la valeur du champ au point M qui est égale EM égale à sigma sur epsilon 0. Et si je tiens compte du fait que E est normal, je peux écrire l'expression vectorielle du champ E comme étant EM égale à sigma epsilon 0 multiplié par le vecteur normal N, c'est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la surface du conducteur. Ce résultat constitue le théorème de Coulomb. C'est le théorème de Coulomb. Qu'on peut énoncer de la façon suivante. Vous avez l'énoncé dans votre polycopier. Au voisinage d'un conducteur en équilibre chargé, le champ est normal et son module, c'est égal à sigma sur epsilon 0. Avec, ne l'oubliez pas, sigma, c'est la valeur de la densité superficielle des charges sur le conducteur au voisinage du point M. Ça, c'est le théorème de Coulomb, qui est un théorème intéressant qui sera très utile par la suite. Bien, alors ainsi prend fin la séance d'aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah.